Qui était l'homme au masque de fer? Émile Zola a-t-il été assassiné? Pourquoi le général de Gaulle est-il allé à Baden-Baden? L'historien Jean-Christian Petit-Fils nous éclaire sur 40 épisodes mystérieux de l'histoire de France. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, écrivain, politologue. Vous avez dirigé cet ouvrage collectif qui a pour titre Les grandes énigmes de l'histoire. C'est aux éditions Perrin avec Le Figaro Histoire. Commençons par le masque de fer, si vous le voulez bien, ou plutôt l'homme au masque de fer. Quelle est cette énigme? Alors, on voit apparaître en Provence, arrivé en Provence en 1687, un mystérieux prisonnier portant un masque d'acier transporté à l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes. Il a toujours d'ailleurs cette prison qui existe, et qui est donc... tout le monde se pose la question, quel est ce personnage? Pourquoi est-il... D'où sort-il? D'où sort-il? Pourquoi est-il conduit de façon si précautionneusement? Immédiatement, il y a des légendes qui se mettent en route, qui parlent d'égard que l'on tient à ce prisonnier. Monsieur de Saint-Marc, qui est le gouverneur, semble en rajouter, disant qu'il a instruction de tuer cet individu si jamais il donne son nom. Donc, il entretient le mystère, et le mystère, évidemment, il va parvenir jusqu'à nos jours. Voltaire va en avoir un écho, il va écrire tout un chapitre dans son siècle de Louis XIV en 1751, et puis d'autres dans les salons littéraires du XVIIIe. On va parler longuement de ce mystérieux prisonnier, donc qui a été conduit à l'île Sainte-Marguerite et ensuite qui est mort à la Bastille. Il a été transféré en 1698, et là, à nouveau, alors avec un masque de velours noir cette fois, eh bien, il traverse la cour, il va entendre la messe dans un des bâtiments de la Bastille, et puis il meurt en 1703, et on va gratter toute la cellule dans laquelle il est mort pour éviter qu'on puisse trouver quoi que ce soit, un billet ou une trace de ce personnage. Il y a un grand mystère autour de l'identité de cet homme et du secret qu'il détient. Et du secret qu'il détient. Autre mystère, on est toujours au XVIIe siècle, mais beaucoup plus tôt, on est en 1610. Vous allez nous parler d'un certain Ravaillac. Alors, bon, François Ravaillac, il n'y a aucun doute, c'est celui qui a assassiné Henri IV le 14 mai 1610, vers 16h, rue de la Ferronnerie. Ça, c'est une certitude. Toute la question, c'est de savoir si il a agi seul ou pas. Il a, à 17 reprises, il a affirmé qu'il n'avait eu aucun complice. Seulement, il y a des choses extrêmement bizarres dans le procès. Il y a des choses très bizarres aussi dans les prisons. On arrête des individus assez louches avec des poignards, de l'argent venant de l'Espagne, ou pas de l'Espagne exactement, mais des Pays-Bas espagnols. Donc il y a un mystère. Et puis, il semble que les juges se dépêchent pour exécuter l'homme. Le procès véritablement bâclé. On ne fait pas venir les parents qui habitent Angoulême, on ne fait pas venir les amis, on n'interroge pas les hôteliers qui ont reçu Ravaillac pendant quelques jours quand il est arrivé à Paris. C'est ce procès bâclé qui alimente la rumeur et les fantasmes. Voilà. Et puis des différentes rumeurs aussi qui couraient avant. Il semble qu'on ait été au courant de la mort du roi avant même que l'événement intervienne. C'est-à-dire qu'il y avait probablement un complot. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert justement? Alors, j'ai travaillé pendant des années j'ai travaillé sur cette affaire. J'ai découvert en fait une lettre d'un ambassadeur suisse à Paris, racontant qu'un certain individu avait promis à l'archiduc, c'est-à-dire l'archiduc Albert des Pays-Bas espagnols, qui était une dépendance de l'Empire espagnol, qui ne raterait pas le roi quand il le verrait au Louvre. Donc, et apparemment, nous voyons que quand Ravaillac assassine le roi avec un poignard, trois coups de poignard... Le roi le plus populaire, non, pas trop. Ouais. Il va le devenir après, à sa mort. Mais dans la postérité. Voilà. Eh bien, il y a un groupe d'individus qui apparaît tout d'un coup, 2 à cheval, 7-8 à pied, qui dit « tue, il faut qu'il meure », et ils veulent tuer Ravaillac, ils n'ont pas porté secours au roi. Donc il y a quelque chose de bizarre, et tout cela me conduit à penser qu'en effet, il y a eu un complot qui est parti de Bruxelles, qui devait assassiner le roi, parce que Henri IV s'apprêtait à partir en guerre et voulait
faire un détour par Bruxelles où il voulait aller chercher son égérie, cette jeune princesse de Condé de 15 ans dont il était tombé follement amoureux et qui était gardée par les archiducs au palais Coudenberg. Donc, en tout cas, une histoire parfaitement francophone. Vous avez cité un ambassadeur suisse, oui, Bruxelles également, la France, en voilà une histoire francophone. Mais le livre aussi couvre non seulement les énigmes de l'histoire de France, mais les énigmes de l'histoire du monde aussi. Bien sûr. Donc il y a un petit peu tout. Il y a l'énigme de Mayerling, il y a dans l'Antiquité Akhénaton, l'identité de Shakespeare, l'Atlantide etc. aussi, le mystère de l'Atlantide. Alors, on va encore prendre un ou deux exemples, mais d'abord, dites-nous quelle est la démarche. Pourquoi ce livre, au fond? Qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire avec un grand H? Moi, j'ai voulu, en choisissant les spécialistes, montrer qu'on peut traiter ces sujets, qui sont des sujets parfois de petite histoire, mais pas toujours, parce que la petite histoire rejoint la grande histoire, avec rigueur. C'est important, en faisant le point complet sur les mystères, montrant qu'il y a eu aussi des recherches. Les progrès de l'ADN, par exemple, ont permis de résoudre un certain nombre d'énigmes. Les énigmes de l'Anastasia, la survivance de la fille du tsar. Tout cela a été utilisé. Louis XVII aussi, le petit Et que l'histoire n'est pas quelque chose de figé, une science exacte, mais qu'elle on ne répète pas constamment les mêmes historiettes éculées. Là, ce sont des spécialistes qui ont présenté de façon très claire et parfaitement... Et on peut encore découvrir des choses sur ces énigmes. On continue à chercher, bien sûr. Vous écrivez notamment d'entrée en France sous la monarchie absolue, l'organisation de l'État royal avait été conçue pour demeurer dans les brouillards de l'Olympe. Le secret et le mystère sont un de vos premiers devoirs. Je vous prie de vous en ressouvenir. C'est ce qu'écrivait le 10 février 1710 le ministre Pontchartrain à M. de Bernaville, gouverneur de la Bastille. Est-ce qu'il en est de même de nos jours? Eh bien, vous dites que la réponse est oui. Il y a le fameux secret défense et que vous dites que derrière le souci absolu de transparence, eh bien non. Parfois, les événements ne sont pas forcément tels qu'on les raconte. On ne peut pas trop faire la comparaison avec l'Ancien Régime, puisque l'Ancien Régime est en effet organisé autour du secret, alors que la démocratie est organisée autour de la diffusion des idées, des libertés. Mais il reste quand même un noyau opaque, parce que l'État ne peut pas se dissoudre dans une parfaite transparence. C'est bien évident. Donc, il y a des secrets défense qui sont nécessaires parfois, bien sûr. Qui sont nécessaires. Et chaque État aussi a son narratif, à son histoire qui est parfois romancée. Le général de Gaulle à Baden-Baden, alors là on est en 1968, ça va sans doute parler peut-être aux plus jeunes, même si on peut être jeune et connaître parfaitement sur le bout des doigts l'histoire de France. Pourquoi va-t-il à Baden-Baden? Alors, ça a été très longtemps un mystère. Le 29 mai 1968, donc après un mois de désordre, de voitures brûlées, de chienlit, comme disait le de Gaulle, de barricades, d'occupation de la Sorbonne, de l'Odéon, de manifestations de la CGT et de grève générale. Le 29 mai, de Gaulle doit tenir son conseil des ministres et il n'est pas là. Les ministres sont interloqués, Pompidou n'est pas au courant. Que s'est-il passé? Et on apprend, notamment par le ministre des Armées, qu'à 11h15, le général de Gaulle est parti en hélicoptère vers l'Est. Alors on s'est dit, il a probablement été à Colombelles et deux églises, sa maison de campagne. Et puis pas du tout, on s'aperçoit qu'il n'est pas atterri à Colombelles et des églises. Alors il est allé au-delà, il est allé à Baden-Baden rencontrer le général Massu, ça on l'a su qu'un peu plus tard. Et là, le mystère a longtemps perduré. Que se sont-ils dit? Pourquoi De Gaulle a-t-il agi ainsi? Et beaucoup ont voulu instrumentaliser un peu cette fuite, entre guillemets, du général, montrant que le général prenait du recul et puis revenait en vainqueur absolu pour apposer, évidemment, un changement de majorité, puisqu'il va dissoudre l'Assemblée. Les choses sont plus complexes que ça, et nous le savons grâce à des révélations, notamment du général Massu, qui a longtemps est resté, n'a rien dit pendant très longtemps. Et puis, en 1983, il a publié un livre sur 68, et là, il a révélé le contenu de ces entretiens. Et
par recoupement, on peut considérer que c'est quelque chose de vrai. Le général de Gaulle était totalement déséquilibré, déstabilisé, se demandait ce qu'il allait faire, s'il n'allait pas rester à Baden-Baden, non pas pour partir à la tête de l'armée, comme on l'a dit, l'armée d'occupation française en Allemagne, mais il était déstabilisé. Et puis, c'est véritablement le général Massu qui lui a remonté les bretelles, si je puis me permettre cette expression, en tout cas qui lui a dit votre place n'est pas là, votre place est à Paris, vous avez toujours combattu. Et De Gaulle, qui est un personnage assez cyclotimique, a immédiatement été ressaisi, regaillardi, et il est reparti le soir même. Il n'a pas passé la nuit à Baden-Baden. Voilà pour l'histoire de Gaulle à Baden-Baden. On découvre aussi la comtesse des ténèbres, notamment Dunkelgrafin, la comtesse des ténèbres. On laisse ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent lire votre livre collectif, Les grandes énigmes de l'histoire chez Perrin, Le Figaro Histoire. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Christian Petit-Fils.